à la base de cette déclaration de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons pour vous deux éminents experts en Mpox. Ce sont des personnes qui ont travaillé pendant très longtemps sur cette maladie, plus particulièrement en République démocratique du Congo. Moi, je m'appelle Justin Massoumou, je suis chercheur à l'Institut national de recherche biomédicale et au laboratoire vétérinaire central. Je suis aussi professeur à l'UPN et dans d'autres universités, bien sûr. Et nous allons recevoir tour à tour professeur Mbala et docteur Kalonji Chéri. Et je commencerai par présenter professeur Placide Mbala. Professeur Mbala est professeur associé à la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Il est aussi chef de département d'épidémiologie et santé globale à l'Institut national de recherche biomédicale. Il a participé dans plusieurs études sur Mpox depuis 2007, notamment des études épidémiologiques, cliniques, vaccinales et même thérapeutiques en collaboration avec des institutions locales et étrangères. Alors, professeur Mbala est porteur d'un nombre impressionnant d'articles scientifiques publiés dans des journaux de renom. Aujourd'hui, il va nous parler de Mpox, une DRC overview, soit aperçu de Mpox en République démocratique du Congo. Alors, nous allons tout à l'heure passer la parole au professeur Mbala qui va nous entretenir pendant 20 minutes. Et pendant ce temps, nous vous demandons si vous avez des préoccupations, que vous puissiez utiliser le chat. Et à la fin de ces deux interventions, les deux intervenants vont devoir adresser toutes ces questions qui seront soulevées. Professeur Mbala, vous êtes là, nous vous passons la parole. Merci beaucoup, professeur Massoumou. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez très bien? Très bien, Ça va professeur Mbala. Merci, Alice. 5, D'accord. 5. Est-ce que je peux partager l'écran? Si je peux avoir Oui, l'accès c'est déjà. pour partager. Allez-y, déjà. Oui, vous pouvez. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est visible. Oui, ça marche. Allez-y. OK. Donc, je vais vraiment parler de l'aperçu de Mpox en RDC. Donc, c'est un peu une petite historique de ce qu'on a fait déjà sur l'Mpox en République démocratique du Congo. Alors, pour la petite histoire, donc Mpox a été identifié pour la première fois dans le bassin Poussou en 1970. Et c'était vraiment au moment où il y avait l'éradication de la variole. Et je me souviens quand le prof dit toujours, bon, si on n'avait pas éradiqué la variole, peut-être que jusqu'à présent, on ne connaîtrait pas vraiment le Mpox parce que c'est vraiment deux maladies qui sont cliniquement similaires et puis deux maladies pratiquement de même famille, de même genre. Et aussi, le vaccin de là permet également d'avoir une immunité contre l'autre. Donc, c'est ce qui fait que, et comme la variole était beaucoup plus virulente, en ce moment-là, ben, le Mpox serait une des maladies de la même famille, mais moins virulente. Donc là, cette découverte était un peu, voilà, comme une menace pour l'éradication globale de la variole, parce que on se disait, ben, est-ce que le Mpox ne remplacerait pas la variole après l'éradication de la variole? Et là, voilà un peu la petite chronologie. Donc, en 70, il y a l'identification du premier cas. Et puis, il y a une surveillance passive qui a été mise en place. Pardon, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et en 77, la RDC a été certifiée comme pays free pour la variole. Et en
temps, en 80, il y a eu pratiquement arrêt de la vaccination contre la variole et intégration du mpox et des virus hémorragiques, euh, des fièvres hémorragiques virales dans la surveillance en RDC. Et en 81, et après l'arrêt de la vaccination contre la variole et l'éradication, dans la certification de l'éradication de la variole, l'OMS a décidé de mener une surveillance active pour voir si effectivement le mpox pouvait présenter un problème de santé publique et pourrait remplacer une niche écologique qui a été laissée par la variole. Et en 86, cette surveillance active a été stoppée parce qu'il n'y avait pas assez de ressources, mais aussi parce que euh, l'OMS a conclu que le mpox ne présentait pas un problème de santé publique. La plupart des cas qu'ils ont répertoriés, parce qu'il y avait des cas en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, la plupart des cas qu'ils ont répertoriés, 95% de ces cas provenaient de la RDC. Et la plupart de ces cas étaient des cas qui étaient de transmission de l'animal à l'homme et très peu de cas secondaires. Donc, dans ce cas-là, il se disait, bah, même avec une surveillance pas assez soutenue, les épidémies de mpox pouvaient s'éteindre de soi-même. Donc, ça ne représentait pas vraiment un problème de santé publique. Et en 86, euh, en 86 et en 96, pardon, il y a eu une grosse épidémie dans le Sankourou avec plus de 700 cas, donc pratiquement 10 ans après. Et c'est à partir de cette épidémie, et pendant cette épidémie, il y avait plus de cas de transmission secondaire, moins de cas de transmission zoonotique, et il y a eu en ce moment-là beaucoup de questions, des questions essentiellement sur est-ce que c'est le virus qui a muté? Est-ce que c'est la population qui a changé? Est-ce qu'il y a des facteurs qui expliqueraient ce changement brusque de cette maladie qui devient de plus en plus transmissible chez les humains et avec des grosses épidémies? Alors, à partir de là, en 2001, il y a eu le programme de mpox qui a été créé et il y a eu des initiatives essentiellement du professeur Muyembe, qui a pu contacter d'autres chercheurs à l'étranger qui se sont penchés à étudier cette maladie sur le plan épidémiologique, en mettre en place des moyens de diagnostic, sur le plan écologique et aussi sur le plan clinique. Et aujourd'hui, nous avons des études sur le plan vaccinal et thérapeutique. Alors, parmi ces études, parmi les études qui ont été réalisées, il y a cette étude épidémiologique où on a montré que entre 2000 et 2005, l'étude que nous avons, entre 2002 pardon, et 2007, l'étude que nous avons réalisée a montré que l'incidence était beaucoup plus élevée que l'incidence qui avait été rapportée par l'OMS entre 81 et 86. Et aussi, on a vu que les cas étaient beaucoup plus prévalents dans les milieux forestiers que à la savane. Et aussi, on a pu montrer que plus il y avait les personnes avancées en âge, plus il y avait de moins en moins de cas chez les personnes qui étaient un peu plus âgées. Donc, euh, là, les personnes qui apparemment étaient vaccinées contre la variole semblaient être protégées contre le mpox. Et cette protection avait été estimée à peu près à 80%. Donc, les personnes qui étaient vaccinées étaient assez protégées contre le mpox. Et c'est même cette, ce travail qui a permis également de pouvoir revoir la stratégie nationale en demandant, par exemple, que lorsqu'il y a dans les milieux reculés une personne malade en famille, on pouvait trouver une personne vaccinée contre la variole pour prendre en charge les personnes malades. Et aussi, on a également réalisé des études cliniques pour voir comment est-ce que la maladie se présentait
avec ces grosses épidémies que nous avons eues, est-ce qu'il y avait des changements de présentation de la maladie sur le plan clinique? Mais on a vu que la présentation était pratiquement pareille que ce qui avait été décrit entre 81 et 86, avec des lésions vraiment centrifuges, des ganglions dans plus de 80% de cas, souvent au niveau de la région cervicale et inguinale, et aussi des lésions au niveau dans la bouche, paume de main, plante des pieds, et aussi des complications qui avaient été décrites, c'est vrai, auparavant, mais d'autres complications, par exemple cutanées, oculaires, que nous avons également observées au cours de nos différentes études, et même des complications chez les femmes enceintes, essentiellement lors du premier trimestre, où on avait des avortements spontanés. Et aussi, nous avons bien voulu mentionner ces éléments parce qu'il y a des facteurs de confusion, des cas qui peuvent être des cas, lorsqu'on parle des cas suspects de Mpox, il faut noter que dans ce lot de cas suspects, il y a également d'autres maladies éruptives qui peuvent être confondues au Mpox. Et c'est juste pour vous mentionner que ces autres surviennent aussi pratiquement envers, vous avez les endroits où nous avons la localisation des épidémies des Mpox. Donc, ce qui fait que facilement, surtout chez les enfants, tout au début de la maladie des Mpox, on peut facilement faire cette confusion avec parfois des cas de rougeole. Alors, on a vu, et le prof Massoum l'a bien indiqué en 2022, il y a eu cette grosse épidémie mondiale. Et là, on parlait, il y a deux clades. Donc, il y a le clade 1 qui est prévalent en Afrique centrale, qui est plus virulent, et le clade 2 qui est prévalent en Afrique de l'Ouest, qui est moins virulent, mais c'est à partir du clade 2 qu'il y a eu le clade 2B qui a entraîné cette grosse épidémie que nous avons eue sur le plan global en 2022. Ce qui était intéressant ici, c'est que on se retrouvait avec cette forme d'épidémie où on avait le clade 1 présentait une forme diffuse et le clade 2B qui présentait une forme plutôt localisée au niveau des régions génitales, et aussi transmis par une forme transmise par voie sexuelle, et essentiellement chez les hommes qui avaient des rapports sexuels avec les hommes. Et beaucoup plus, on a eu également des cas chez des personnes avec immunité compromise. Et en RDC, je pense que Dr Thierry pourra en parler sur la situation épidémiologique, mais ici, c'est juste pour vous mentionner qu'en 2023, on a eu une très grande augmentation de cas. En rouge, sur la carte, ce sont les zones où nous avons régulièrement des épidémies depuis plusieurs années. En jaune, des provinces où il y a expansion de Mpox. Et aujourd'hui, on parle de 23 provinces affectées sur les 26. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans l'ensemble, c'est les enfants de moins de 15 ans qui sont affectés, mais on verra par la suite, avec cette ce nouveau clade que nous avons au sud Kivu, que la physionomie de l'épidémie semble changer un tout petit peu. Ici, on veut juste faire cette comparaison entre 2024 au début, les 16 premières semaines, et 2022 et 2023. Comme vous pouvez le voir, déjà en 2024, nous avons cette augmentation importante de cas dès le début de l'année. Et aujourd'hui, si vous avez suivi la déclaration du directeur général de l'OMS, nous sommes déjà à plus de 15 000 cas pour 2024, beaucoup plus que ce que nous avons enregistré pour toute l'année 2023. Et l'épidémie du Sud Kivu, qui est assez intéressante dans le sens que c'est à partir du Sud Kivu qu'il y a cette expansion vers le Nord Kivu et aussi vers les pays frontaliers à l'est de la RDC. Et donc, c'est une épidémie qui a commencé pratiquement vers septembre, je crois, octobre 2023, et essentiellement dans la zone minière de Kamituga.
Et cette épidémie, la particularité de cette épidémie, c'est que c'est une zone où il y a une consommation limitée, très limitée de la viande de brousse. Donc, ce qui fait que la plupart des cas que nous avons vus là-bas, nous pensons que ce sont des cas vraiment de transmission interhumaine. Et après investigation, on se rend compte qu'il y a des activités sexuelles très importantes et avec environ 30 à 50% des professionnels de sexe qui étaient affectés. Et ce qu'il y a aussi de particulier là-bas, c'est que ces professionnels de sexe proviennent également d'autres pays, notamment Burundi, Rwanda, Tanzanie, ce qui explique pourquoi on était assez inquiet de la propagation de cette maladie dans les autres pays lorsqu'on a détecté cette situation à Kamituga. Et la physionomie de cette épidémie là-bas, c'est que nous avons plus les adolescents et les adultes qui sont affectés et le mode de transmission est essentiellement, dans la majorité de cas, par voie sexuelle. Et en examinant de près le virus des cas que nous avons pu identifier dans le Sud Kivu, on se rend compte que ces virus-là se groupent ensemble en formant un groupe à part comparé au clade 1 que nous avons toujours détecté dans la partie ouest du pays, donc raison pour laquelle nous avons opposé cette appellation clade 1B pour faire la différence avec le clade 1A que nous avons dans la partie ouest. Et en examinant de près, on a pu constater que ce clade avait des mutations apopèques un peu plus importantes que le clade 1A, qui peut expliquer pourquoi est-ce que ce clade semblait être plus adapté à une transmission interhumaine. Et aussi, il y avait des délétions que nous avons remarquées dans ce clade qui empêchaient la détection de ce virus à l'aide de kits de réactifs clade spécifiques que nous avions du site ici. Donc, ce qui peut expliquer l'importance également de ce clade parce qu'il semblait se comporter un peu différemment du clade 1A que nous avons toujours eu dans notre pays. Et je pense que Dr Thierry pourra en parler. Cette expansion de cas que nous avons dans le Sud Kivu, au départ, nous étions à 10 cas par semaine et aujourd'hui, on est même à plus de 200-300 cas par semaine. Et avec des cas au départ qui étaient localisés au niveau de Kamituga, Nyangezi et Uvira, ce qui peut expliquer pourquoi c'était assez facile d'avoir cette transmission transfrontalière avec Rwanda et Burundi. Et aujourd'hui, nous avons également des cas en Ouganda, mais il y a une expansion assez importante de cas dans les autres zones de santé aussi dans le Sud Kivu. Alors, ce qu'on craignait est déjà arrivé parce que on craignait cette grosse épidémie qui pouvait affecter les pays voisins, mais aujourd'hui, on parle déjà de cas détectés en Burundi, Rwanda, Ouganda, Kenya. Et si on n'agit pas très vite, c'est vraiment une question de temps avec la mobilité de la population à l'Est pour qu'il y ait plus de cas dans les autres pays. Alors, nous nous retrouvons alors en RDC avec une situation pareille, c'est-à-dire le clade 1A qui vraiment donne une maladie diffuse et puis le clade 1B qui donne une maladie beaucoup plus au niveau avec des lésions beaucoup plus au niveau de la région génitale, mais aussi des lésions qui peuvent également apparaître sur tout le corps. Ce qui rend parfois aussi assez difficile le travail de surveillance et qui demande également une révisitation des connaissances et des outils de surveillance que nous avons, surtout sur le plan de la définition de cas, le diagnostic de laboratoire, les mesures de prévention, parce que vous avez vu avec moi que dans la partie ouest, nous avons plus les enfants de moins de 15 ans qui sont affectés, pendant que dans la partie est, c'est plus les adolescents et les adultes. Donc, lorsqu'il faut mettre en place des mesures de prévention, il faudra voir quelles sont les populations priorisées, comment le faire, quel est le vaccin à utiliser,
la gestion de cas, les stratégies pour lutter contre des épidémies. Toutes ces stratégies doivent être revisitées parce qu'il y aura des programmes, d'autres programmes qui doivent être impliqués, par exemple, le programme qui s'occupe de VIH et des maladies sexuellement transmissibles. Et aussi, il faut penser à une coordination avec les autres pays sur le plan de la sous-région ou sur le plan continental, parce que nous voyons bien que c'est une maladie qui tend à s'étendre vers les autres pays. Et ici, c'est juste pour vous mentionner les différentes études qui ont été réalisées, premièrement sur le tecovirimat pour voir l'efficacité de cet antiviral. On n'a pas trouvé de bénéfice lorsqu'on a comparé cet antiviral sur le plan pour pouvoir soigner les patients affectés avec le CLAD1 dans notre pays lorsqu'on compare avec les soins standards. Donc, mais on a vu que tous les patients qui recevaient les soins standards avaient une mortalité basse comparée à la mortalité qui est rapportée pour tous les cas, donc pratiquement de 1,7% comparé à 3,56 rapportés pour tous les cas en RDC. Aussi, c'est juste pour mentionner qu'il y a d'autres études qui sont en cours. Par exemple, là, l'étude MOTE avec l'IMT Anvers que nous menons à Kamituga présentement depuis le mois de mai pour pouvoir caractériser ce nouveau variant du Mpox pour comprendre sur le plan clinique et également sur le plan biologique comment est-ce que ce variant se comporte. Je pense que je terminerai par rappeler un peu par rapport au diagnostic de laboratoire. Il y a la PCR qui nous permet de pouvoir détecter le Mpox, mais aussi le séquençage qui nous permettra d'avoir un peu plus d'éléments sur les différents clades, mais il faut ne pas oublier qu'il y a des examens paracliniques de support, par exemple la biochimie, l'hématologie, qui aideront à pouvoir suivre de manière appropriée les patients qui sont affectés par le Mpox. Et il faut noter que il faudra retenir la dynamique du virus de Mpox qui nous permettra également de pouvoir décider de moyens de diagnostic à utiliser, à quel moment de la maladie nous nous trouvons, et aussi des échantillons qu'il faudra prélever. Et vous noterez ici avec moi que pour la PCR, les lésions ont un intervalle assez important, ce qui fait que nous nous focalisons sur les lésions lorsqu'il faudra faire de prélèvements pour le diagnostic du Mpox. Il y a les mesures qui nous permettent de pouvoir soit prévenir ou traiter, mais c'est des mesures qui n'ont pas encore, pour lesquelles nous n'avons pas encore d'études d'efficacité en place. Pour les vaccins, nous savons que les vaccins peuvent peuvent entraîner de niveaux d'anticorps très élevés chez les personnes qui sont vaccinées, mais on ne sait pas si ce niveau d'anticorps que nous percevons est suffisant pour pouvoir prévenir, pouvoir protéger les personnes vaccinées à une nouvelle infection. Et pour les médicaments, les études sont en cours pour pouvoir détecter des médicaments efficaces pour pouvoir soigner de manière spécifique le Mpox. Je pense que je m'arrêterai là. Merci, professeur, et je resterai en ligne pour les questions. Merci, professeur Mbala, pour ces overviews sur la maladie Mpox. Je ne saurais faire un résumé parce que je sais qu'il y aura un temps de discussion, mais à travers ce que professeur Mbala vient de dire, nous comprenons la RDC a une très longue expérience dans la gestion de maladies émergentes et réémergentes, et même Mpox, ça fait plus de 40 ans que la maladie est là. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on est presque en face d'une nouvelle maladie avec des nouveaux symptômes, la localisation et même le mode de transmission. Et il a même évoqué le fait que par rapport au diagnostic, on ne pouvait même pas détecter ce virus avec toutes les mutations qu'il y a eu, ce qui fait que nous devons continuer à être prudents et surtout ne pas croire qu'il y a certaines maladies que nous maîtrisons déjà
parce que le virus Mpox a un génome qui est un peu plus stable que beaucoup d'autres virus que nous connaissons. Et si nous devons connaître ce que nous voyons aujourd'hui avec un virus qui est stable, que dire des virus qui sont instables, cela nous fait croire qu'il y aura très probablement et malheureusement encore tant de situations que auxquelles nous aurons à faire face et nous devons vraiment nous préparer. Et voilà pourquoi CDC Africa, voilà pourquoi l'OMS ont bien fait de tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'il est temps que nous puissions vite commencer à intervenir parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent encore autour de cette maladie et sans des réponses adéquates, ça sera difficile que nous puissions faire face à cette maladie. Nous risquerons de connaître ce qu'on a connu avec COVID-19, ce que nous ne souhaitons pas. Alors, à présent, nous allons passer la parole au docteur Thierry, qui est notre intervenant numéro 2. Docteur Thierry Kalonji est médecin il a une spécialisation en santé publique et une expertise démontrée dans les domaines de la gestion des programmes de santé, de la surveillance des maladies, du suivi, évaluation, y compris les interventions de contrôle et la recherche. Il a plus de 9 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la santé publique et de l'épidémiologie et est impliqué dans plusieurs enquêtes One-F sur les zoonoses, plus particulièrement le Mpox, anthrax et rage en RDC, et ainsi que plusieurs recherches en cours sur la maladie Mpox. Et nous voulons vous signaler que Dr Thierry Kalonji est le directeur adjoint du programme national de lutte contre les fièvres hémorragiques et Mpox en République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, il va s'entretenir avec nous sur la situation épidémiologique des Mpox et réponse à l'épidémie actuelle. Docteur Thierry, vous avez la parole. Docteur Thierry. Vous pouvez partager votre présentation, docteur Thierry. Si vous parlez, le son n'arrive pas, même si votre micro est ouvert. Là, ça va? Ça va, merci. Allez-y, vous avez la parole, docteur Thierry. Ça va. Je vais partager mon écran. OK. OK, ça va. Nous allons nous entretenir, bien sûr, après que le professeur Mbala ait fait un overview assez intéressant sur la maladie, le monkeypox. Nous allons nous entretenir un peu sur la situation épidémiologique actuelle, mais aussi comment est-ce que la réponse est organisée. Bon, le plan de présentation, nous l'avions réparti dans 4 points, notamment la maladie et les virus. Je crois qu'il y aura beaucoup d'éléments que le professeur Mbala a déjà dit. Et puis la situation épidémiologique. Et après, nous passerons sur l'organisation de la réponse. Mais nous n'allons pas finir sans parler des défis dont nous faisons face actuellement avec la gestion de cette maladie. Alors, concernant la maladie et les virus, bon, il est simplement connu que le monkeypox, c'est une maladie virale zoonotique parce qu'il y a une transmission animale-homme, que nous appelons la transmission primaire, et puis il y a une transmission secondaire qui s'est faite d'homme à homme. Et la maladie était déjà connue comme étant une maladie des régions forestières, bien que depuis un certain temps, depuis presque une vingtaine d'années, la maladie a quitté la cuvette centrale, donc la forêt équatoriale, vers les savanes, notamment le site Kivu, le Maniema, où il n'y avait pas de cas avant 2010. Alors, à côté, il y a le virus. Le virus, c'est le Mpox, ou le monkeypox virus. Et notamment, il y a 2 souches.
la souche du bassin du Congo et la souche ouest-africaine. Aujourd'hui, avec la mutation dont a parlé le professeur Mbala, nous avons deux autres sous-clades de ces deux souches. Mais avant, nous savions que les deux souches, comme ainsi nommées, étaient réparties dans certains pays de manière assez endémique, dont le West-Afrique, où il y avait en Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, le Libéria et Sierra Leone qui avaient rapporté des cas concernant la souche WA dans West-Afrique. Et au niveau de l'Afrique centrale, nous avions la souche du bassin du Congo, notamment les républiques démocratiques du Congo, le Centrafrique, le Cameroun et le Gabon. Les deux souches se distinguaient bien sûr par leur infectiosité, qui était limitée pour la souche ouest-africaine, mais qui était assez différent avec la souche du bassin du Congo, il y avait des cas jusqu'au niveau de la 7e génération après le cas primaire, à travers, bien sûr, la transmission d'homme à homme. Et il y a encore un distinguo à faire concernant la létalité. La létalité, la souche du Congo a une létalité un peu plus élevée que la souche de West-Afrique. Alors, l'historique, nous n'allons pas refaire l'histoire, surtout que le professeur Mbala a si bien Commençons d'abord par signaler la première grande épidémie mondiale de monkeypox qui a été bien sûr documentée. C'est l'épidémie de Katakokombe en 1996. Et c'est après cette épidémie que le pays, la RDC, a décidé une création d'une coordination nationale de monkeypox et des fièvres hémorragiques virales. Donc, ce sont des événements qui se sont succédés. En l'année 2000, la stratégie avec la surveillance de maladies intégrée et riposte, la SIMR a été adoptée en RDC et c'est en 2002 qu'il y a eu la création du programme national de lutte contre le monkeypox et les fièvres hémorragiques virales. Après que le monkeypox a été mis dans le maladie à potentiel épidémique dont la déclaration est immédiate et obligatoire en RDC. Toujours concernant la maladie, une fois de plus, la contagiosité de la maladie a vraiment évolué, c'est vrai. Mais du moins, ce qui est encore connu, c'est que la période de contagiosité, c'est pendant la phase active, quand la personne commence à présenter des signes. Parce que l'incubation va de 2 à 21 jours. Nous avons décidé de mettre ça comme ça dans la politique nationale du pays. L'incubation va de 2 à 21 jours. Alors, le mode de transmission, il faudrait qu'on sache qu'il y a de mode direct et de mode indirect. Dans le mode direct, ce sont les contacts. Le monkeypox, c'est une maladie de contact et de contacts étroits. Donc, nous avons de contact cutané avec des lésions du malade ou tout autre liquide corporel. Nous avons de morsures ou de contact avec un animal infecté. Là, nous voyons tout ce qui s'expose comme chasseur ou encore les dames qui reçoivent l'animal qui a été abattu ou ramené par un chasseur. Nous avons aussi la voie aérienne, notamment avec des bouteilles de sécrétion, de nasopharyngée. Nous avons la voie parentérale, ça, il faudrait qu'on le signale. Là, c'est vraiment au niveau des établissements hospitaliers, des établissements de soins, ou encore là où on fait des tatouages ou des scarifications. Mais aussi, il faut noter aussi que la transfusion peut aussi être une voie. Nous ne le dirons pas assez, nous le savions déjà qu'il y avait les contacts sexuels entre une personne infectée et une personne non infectée, pouvait amener un événement de transmission, mais il faudrait noter qu'aujourd'hui, le contact sexuel a été vraiment mis en exergue avec ce qui se passe au niveau de l'Est du pays, bien que ça a été une fois de plus révélé lors de l'épidémie de 2017 au Nigeria. Nous avons aussi la voie placentaire. Le professeur Mbala a été parmi les personnes qui ont aussi travaillé sur le monkeypox congénital avec des articles assez intéressants. Concernant le mode de transmission, vous le comprendrez que les contacts doivent être non protégés avec soit les gouttelettes respiratoires, soit les lésions cutanées,
soit le fluide corporel ou encore le matériau de surface contaminé. Alors, le point d'entrée, comme nous parlons déjà d'un cycle épidémiologique, les points d'entrée peuvent être le voie respiratoire, le muqueuse, aussi bien des yeux, de bouche ou encore le muqueuse génitale. Nous avons aussi des lésions cutanées. Alors, concernant la progression de la maladie, nous avons préféré parler de cette progression, d'autant plus que toute l'épidémiologie et la réponse va avec la surveillance, surtout va avec l'évolution de cette maladie, la progression. Il faudrait savoir que le monkeypox évolue en 4 phases. Il y a la première phase qui est la période d'incubation, qui va de 5 à 21 jours. Je l'ai dit tantôt que dans ces pays, nous avons, dans la politique, nous avons décidé de le rendre un peu plus large, de 2 à 21 jours. Et c'est une phase qui n'est pas caractérisée, qui est caractérisée par le manque de symptômes. Donc, il n'y a pas de symptômes lors de cette phase. Et au cours de cette phase, la personne ne devient pas encore contagieuse. La personne le devient lors de la deuxième phase, qui est le stade fébrile, où nous avons un syndrome grippal qui vient s'accrocher, qui sera bien sûr suivi ou concomitamment à une rage cutanée. Et les symptômes caractéristiques sont la fièvre, la lymphadenopathies, le maux de tête, tout ce qui concerne les syndromes grippales, mais aussi la fatigue. Et cette période fébrile va de 1 à 4 jours. Après cette période vient la période de rage cutanée. C'est vraiment la période où le diagnostic, même la détection clinique de monkeypox devient plus aisée, plus facile parce que nous voyons les lésions cutanées. Et cette période va de 2 à 4 semaines. Après viendra la guérison. La guérison, bien sûr, ça c'est vraiment une évolution clinique d'une histoire naturelle de monkeypox. Alors, il faudrait noter que l'éruption cutanée, comme je l'ai dit, reste le maître symptôme, mais il y a eu des études qui a été publiée avec l'OMS dans le dernier rapport. Et les symptômes les plus courants, bien que ce soit l'éruption cutanée, nous avons aussi la fièvre qui vient à 57,9%, mais aussi les éruptions cutanées systémiques ou génitales qui viennent respectivement de 54,8% et 49,5%. Il est à noter, ça il faudrait les signaler, et peut-être encore un peu plus fort, que certains individus ne présentent que des lésions légitales en RDC avec le clade 1B. Alors, les lésions, comment est-ce que ça évolue? Les lésions évoluent allant de macule, comme ça figure sur la photo juste au bas, allant de macule jusqu'aux côtes. Ça va de macule et puis il y aura une papule, une élévation de la peau. Après, cette élévation sera remplie de liquide assez clair que nous appelons vésicule, qui par après, les liquides, avec toute la manifestation de réactions inflammatoires, sera pustulé. Et c'est après que le croûte vont arriver. Le stade diagnostique, selon le protocole, les normes édictées en RDC, nous prélevons les lésions cutanées parce que les lésions cutanées contiennent un peu plus de virus que d'autres prélèvements. Alors, concernant la sévérité de la maladie, jusqu'ici, avec le clade 1A, que nous connaissons, les clades 1A qui, comme l'a dit le prof, au niveau de la forêt équatoriale, donc au niveau de la cuvette, nous avions 4 stades. Il y a les stades légers, qui est caractérisé par moins de 25 lésions. Et ce sont des stades difficiles à diagnostiquer parce que trop souvent, les personnes font des maladies, mais ne vont pas chercher le soin. Il y a les stades modérés de 25 à 100 lésions. À peine, on peut aussi le voir sur le terrain. Et puis, il y a des stades sévères donc allant de plus de 100 lésions jusqu'à 250 lésions. Et des stades graves avec plus de 250 lésions. Nous tenons à signaler que les 2 derniers stades, donc le 3e et le 4e, sont souvent des stades qui demandent à ce que la personne soit internée en soins intensifs. Vous comprendrez avec moi que le monkeypox
les lésions cutanées de monkeypox apparaissent partout dans tous les tissus du corps et sa gravité dépend de l'extension et du nombre de lésions. Alors, c'est ça même qui est à la base des complications à côté. Alors, très souvent, la complication la plus fréquente est l'infection bactérienne dans nos milieux, une surinfection bactérienne, qui fait à ce que nous donnons aussi des antibiotiques dans le paquet de prise en charge. Nous avons aussi des infections et des abcès respiratoires, même des obstructions de voies respiratoires qui arrivent. Et à côté de cela, il faudrait signaler que c'est aussi comme c'est une infection qui va de la tête aux pieds, les organes de sens sont aussi atteints, notamment l'œil avec l'infection de la cornée, qui peut même entraîner la cécité après. Et nous avons, dans toute la panoplie, pour le résumer, nous avons vraiment un vrai désordre hydroélectrolytique qui caractérise la maladie et aussi vraiment une porte d'entrée, bien sûr, cutanée pour les sepsis qui va suivre après. Cela entraîne même des accouchements et les décès, c'est la complication la plus fatale. À côté de cela, nous allons rapidement passer un peu le facteur qui influence l'évolution, bien sûr, clinique de maladie. Avec le maladie virale, il n'est pas exclu que nous ayons des infections asymptomatiques. Bien que jusqu'à maintenant, cela n'a pas encore été relevé, mais les recherches qui sont en cours, et comme il y a encore beaucoup de cas qui émergent, alors il y aura bien sûr des informations qui pourront contredire ou affirmer cette hypothèse. Deuxièmement, il y a des facteurs de risque de maladie qui aggravent la maladie. L'âge de l'individu, notamment les enfants. Les enfants sont très concernés par la morbidité et même la mortalité de cette maladie. L'immunodéficience, dans les personnes vivant avec une comorbidité qui est débilitante en termes d'immunité, notamment le VIH, et là aussi nous pouvons mettre les femmes enceintes ou encore la malnutrition. Et puis il y a aussi la voie d'infection invasive. C'est-à-dire quand vous avez peut-être été contaminé via une transfusion, la maladie est d'autant plus grave vu que les barrières directes de l'immunité comme la peau et tout ça ne sont pas mis en branle pour aller arrêter l'invasion du virus. Nous avons aussi la variante du clade de bassin du Congo. Ici maintenant nous parlons du clade 1B qui, vous le savez, la transmissibilité et même la virulence est un peu plus élevée que le clade 1A. Le facteur qui protège, nous avons la vaccination préalable. Nous avons aussi des antécédents de variole. Les personnes qui ont fait des varioles ont une certaine protection. Mais avec tous les cas que nous voyons, on n'exclut pas aussi une certaine réinfection ou encore une réactivation. Alors, le diagnostic, le prof Mbala l'a dit, le diagnostic est d'autant clinique. J'insisterai plus sur les diagnostics cliniques, d'autant plus que c'est sur ces diagnostics qui repose toute la surveillance épidémiologique de monkeypox dans la détection. Donc, il faudrait que la détection clinique soit vraiment en phase avec le prescrit de définition des cas qui sont publiés par le niveau central. Alors, cette définition et ces diagnostics cliniques reposent bien sûr sur le type et la localisation des lésions. C'est aussi à la base du diagnostic différentiel avec d'autres maladies fébriles éruptives. Pour le monkeypox, les lésions arrivent dans presque de même âge. C'est en une vague, ça arrive presque de même âge. Vous ne verrez pas des lésions d'âge de lésions cutanées d'âge différents. Et puis, les lésions sont plus accentuées au niveau des extrémités, donc ils sont au centrifuge. Donc, la face, le main, le pied, y compris même les paumes de main et les plantes de pied. Nous insistons ici pour signaler qu'avec ce que nous voyons avec le clade 1B, il ne faut, c'est pas systématique d'avoir le signe, disons, pathognomique de monkeypox dont on parlait, qu'il faudrait qu'il y ait des lésions au niveau de plantes de pied et de paumes de main. Le diagnostic de laboratoire, notamment l'isolement de virus, la détection de l'antigène avec ELISA, mais aussi la mise en évidence du génome par le PCR
et les 5 passages qui nous aident aujourd'hui à mieux comprendre le virus. Alors, la deuxième partie sera bien sûr focalisée sur la situation épidémiologique actuelle. Cette situation épidémiologique que vous voyez, c'est la situation à la semaine 31, donc il y a pratiquement une semaine. Il y a pratiquement 2 semaines, la situation, voilà la situation, comment ça se présente. Nous avions au cours de cette semaine 1005 nouveaux cas suspects. Et de ces 1005 nouveaux cas suspects, 222 ont été confirmés. Le cumul de cas suspects depuis le début de l'année jusqu'à cette semaine 31 est de 15 664 cas et 548 décès, soit une létalité au niveau de cas suspects de 3,5%. Concernant les confirmés, nous avions un cumul de 3 249 cas sur 6 110 échantillons analysés, soit une positivité au niveau des échantillons de 53%. Il y a 2 provinces qui, depuis le début de la semaine, ont commencé à, depuis le début de l'année, je m'excuse, ont commencé à rapporter des cas. Et ces provinces, ce sont plutôt le 23 provinces sur le 26 que nous avons. Et c'est la province de l'Équateur qui a le plus de cas, avec 5 750 cas suspects rapportés, dont 618 confirmés et 310 décès. Venant après, c'est la province du Sud-Kivu, qui, au moment où nous parlons, est en train de vraiment de revenir avec beaucoup plus de cas, déjà par semaine. Nous sommes dans le cap de 3 chiffres concernant la moyenne des cas. À la semaine 31, depuis le début de l'année à la semaine 31, nous avions 3420 cas, dont 1242 cas confirmés. Vous verrez sur le graphique au bas du tableau, nous avions bien indiqué comment est-ce que la situation se présente dans les différentes provinces hotspots. La plage verte qui commence au début, qui prend en fait presque un peu plus de la moitié du graphique, concerne l'Équateur. Et maintenant, l'Équateur, les cas sont en train de baisser, alors que la plage en couleur bleu marine concerne le site Kivu, qui, de plus en plus, nous voyons que le cas est en train d'augmenter. Il faudrait noter que Kinshasa aussi n'est pas exempt de cas de monkeypox et même des cas confirmés. Alors, le cas, bien sûr, l'épidémiologie de monkeypox au niveau du pays avec le DECLAD, nous avons remarqué, comme l'a dit les modérateurs de ces meetings, que les cas sont partis au-delà de la RDC, surtout le CLAD 1B. Maintenant, nous avons des cas dans 14 pays de l'Afrique. Et c'est en RDC où les 2 clades 1 et B sont en train de circuler, alors qu'en Ouganda, au Kenya, c'est le clade 1B, bien sûr, venant de la RDC, qui est en train de circuler. Et à côté, nous avons quand même eu le soin de mettre à côté la stratégie aujourd'hui dans la riposte. Avec la grandeur du pays, la décentralisation du diagnostic biologique de monkeypox est mise en exergue avec les différents gene experts qui ont été répartis dans le pays, notamment dans 6 laboratoires où ils sont fonctionnels et dans un autre laboratoire qui est en cours au niveau de Boende. OK. Alors, en résumé, quelle est la situation en fait dans la photo, le monkeypox en RDC? Nous avons plusieurs modes de transmission maintenant en RDC avec le 4AB qui vient d'arriver. Une transmission interhumaine par contact étroit, comme nous l'avons dit. Donc, nous avons la transmission sexuelle et la transmission au niveau de la famille. La province des Sud-Kivu est caractérisée par la circulation de la clade
1B, dont 29% de cas qui ont été sont impliqués comme travailleurs de sexe. Cela a été publié en avril 2024, une étude qui a été réalisée à Kamituga, bien sûr. Et puis 88% de cas ont été impliqués dans des relations sexuelles transactionnelles. Ça aussi, c'est une étude qui a été réalisée au mois de mai 2024 en RDC, à Kamituga aussi. Il y a aussi des contacts non sexuels qu'il faudrait mettre en exergue et les contacts familiaux. Nous avons aussi des cas cas d'infection de personnel soignant. Et il faudrait signaler que, contrairement à ce qui s'est passé lors de l'épidémie de Global Outbreak de 2022, c'est qu'ici en RDC, la transmission sexuelle est autant répartie et même plus prononcée chez les hétérosexuels. Alors, la clade 1A touche plus les enfants. Comme vous le verrez dans le tableau juste à côté, nous avions mis en exergue la tranche d'âge des enfants qui sont touchés, en fait des personnes qui sont touchées en 4 catégories. Et vous remarquerez que la catégorie des 0 à 15 ans porte le poids de cas suspects, de cas suspects rapportés concernant le monkeypox. Et même le poids en termes de létalité. Et quand on fait une comparaison, on voit bien que au fur et à mesure que l'âge pèse entre 15 et 1 mois, le odds d'attraper la maladie, d'être diagnostiqué ou d'être notifié comme cas de monkeypox est 3 fois plus entre l'âge de 0 à 11 mois, comparativement à l'âge de plus de 15 ans, et même 2 fois plus pour l'âge de 1 année à 5 mois. Et une étude, un rapport de l'Africa CDC a aussi révélé que le cas et les décès étaient plus prononcés chez les enfants de moins de 15 ans, avec 66% de cas et 82% de décès. Et ça, c'est de manière globale en Afrique. Alors, comment s'organise la riposte actuellement? La riposte s'organise sous, bien sûr, la houlette multisectorielle dont le ministère de la Santé fait partie. Il y a eu activation du système de gestion de l'incident. La communication efficace et même dans le partenariat. La multisectorialité de One Health est notamment mise dans le système et appliquée dans le système, bien que, bien sûr, il y a des efforts que le pays doit faire pour que la mayonnaise tienne. Et sous le système de gestion de l'incident, nous mettons en phase l'approche zonale. L'épidémie se gère au niveau opérationnel, donc au niveau des zones de santé. C'est ça l'approche zonale avec l'inclinaison au niveau des aires de santé. Et le niveau intermédiaire ou le niveau provincial accompagne la zone de santé, tandis que le niveau central ou national, c'est les niveaux stratégiques qui, bien sûr, fait la supervision, même le suivi et évaluation des activités, mais aussi la mobilisation des ressources. Alors, toutes ces ressources seront notamment mises dans la stratégie suivante, débliée dans les axes suivants. La coordination de la riposte, la communication de risques et engagement communautaire. Là, il a été décidé, il y a de plus en plus, il faudrait que la communication de risques et engagement communautaire soit faite à tous les niveaux. Avec une maladie dont la clinique a changé, les aspects cliniques ont changé, il faudrait nécessairement que la communication soit faite. La surveillance épidémiologique pour faciliter la détection de la maladie, autant que le CREC, la communication des risques et l'engagement communautaire. La prise en charge médicale des cas, la prise en charge holistique, c'est-à-dire médicale, nutritionnelle, mais aussi psychosociale, et la prévention contre les infections. Tout ça soutenu par le laboratoire, la vaccination, mais aussi la recherche pendant l'épidémie.
Nous allons sûrement nous arrêter ici avec les défis majeurs les défis majeurs dont fait face le système de gestion de l'incident, notamment l'accessibilité géographique difficile dans certaines zones affectées. Le pays, comme vous le connaissez, le pays est assez grand, un pays continent, avec des zones difficiles à atteindre et généralement, le monkeypox, c'est une maladie de coins reculés, de coins d'accès difficile. Il y a une insuffisance des ressources pour la préparation et la réponse contre le monkeypox. Ça, c'est les ressources mobilisées sont là, mais on n'a pas encore mobilisé assez pour faire face à l'ampleur même de l'épidémie qui est en cours. Cette expansion géographique de l'épidémie qui affecte un peu plus de zones de santé nous rend encore la tâche assez difficile au vu de mobilisation. Mais cette expansion nous met aussi dans des contextes où l'épidémie va même dans des zones où il y a des contextes d'urgence santé publique multiples et complexes. Nous prenons l'exemple du Nord et du Sud Kivu où nous avons des déplacés, nous avons une insécurité qui sévit là-bas et une crise humanitaire que tout le monde connaît. Et troisièmement, c'est aussi la capacité de confirmation diagnostique en laboratoire est sous-optimale. La proportion des cas testés est faible, nous tournons autour de, en tout cas dans tous les pays, nous tournons autour des 10 à 15%. Il y a aussi la conduite de recherche opérationnelle pour des évidences scientifiques sur la dynamique du POX. C'est une maladie que nous connaissions, qui a commencé depuis 1970 dans ces pays, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2-3 ans, même 10 ans, c'est une maladie qui nous révèle beaucoup de secrets. Chaque jour, nous comprenons quelle est la maladie. Et avec le cas que nous avons maintenant, nous comprenons que la maladie est en train d'évoluer et aussi que la maladie est en train de nous dire, en fait, qui elle est. Nous vous disons merci pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Thierry, pour votre présentation. Nous rappelons, docteur Thierry est directeur adjoint au programme national Mpox et fièvre hémorragique en République démocratique du Congo. Et professeur Placide Mbala est chef du département d'épidémiologie et santé globale à l'Institut national de recherche biomédicale. Alors, nous voulons aussi rappeler à tous les participants, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. Et ici, nous avons déjà quelques personnes qui ont posé des questions que je m'en vais lire. J'ai lu les 4 premières questions et professeur Mbala et docteur Thierry vont intervenir. La première question nous vient de l'ingénieur Marlène Metena, qui dit ceci: qu'est-ce qui est prévu en termes de communication et formation au niveau de la base dans les secteurs clés, car la maladie ne semble pas être connue par la population quinoise en particulier. Je pense que ça, c'est une question ouverte. Les deux intervenants peuvent répondre. Il y a la deuxième personne, c'est Dr Andy Numbi, qui dit ceci: comment envisagez-vous une collaboration avec les autres pays frontaliers pour un contrôle rapide de Mpox dans la région? C'est aussi une question posée aux deux. Il y a Dr Jacques Tati Mwakupemba qui pose une question au professeur Mbala. Est-ce que le plan environnement de la RDC, spécialement dans le bassin du Congo, serait très favorable à la résurgence des épidémies? Et toujours Dr Jacques Tati Mwakupemba pose la question suivante au Dr Thierry. Est-ce que le comportement, attitude et même perception, us et coutumes des populations de la cuvette centrale sont-elles très favorables à la résurgence de Mpox? Alors, docteur Martin, si vous pouvez nous balancer vos questions, utilisez le chat, s'il vous plaît.
Alors, nous passons la parole au professeur Mbala puis au docteur Thierry pour leurs éléments de réponse. Professeur Mbala. Il y a plusieurs questions. Je ne sais pas avoir, parce que je ne sais pas lire sur le chat, parce que je me suis déconnecté à un moment, j'ai perdu la connexion. Bon, je prends la dernière question euh, sur l'environnement en RDC, c'est ça, pour voir si l'environnement Oui, favoriserait euh, la l'éclosion. Oui, résilience des effectivement. épidémies. Oui, comme vous savez, nous sommes vraiment, comme je répète un peu comme c'est que le prof Aouk a dit toujours, la RDC, c'est vraiment une terre d'émergence. Donc, on a vu avec les épidémies d'Ebola qui auparavant étaient très, très espacées et ces épidémies sont devenues de plus en plus, avec des intervalles de plus en plus réduits. Et aujourd'hui, on a le Mpox qui auparavant, on avait des épidémies localisées dans les régions forestières, mais maintenant, on voit cette expansion du Mpox. Donc, oui, effectivement, je pense que notre environnement est vraiment favorable à l'émergence des épidémies et surtout des épidémies d'origine zoonotique à cause du contact assez important et régulier, je crois, de nos populations avec le monde sauvage, animal sauvage. Alors, il y a une Est-ce autre qu'il y a une question, autre question? professeur Mbala. Comment envisagez-vous une collaboration avec les autres pays frontaliers au regard Nous de avons cette déjà, déclaration? oui, prof, nous avons déjà commencé parce que là, par exemple, depuis hier, nous organisons une formation sur le diagnostic du Mpox avec nos collègues. Nous avons reçu nos collègues qui viennent de la République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Sud-Soudan, Burundi, Ouganda et Kenya. On aurait dû avoir également des collègues de Tanzanie, mais qui ne sont pas venus ni de Rwanda, ceux aussi du Rwanda ne sont pas venus. Donc, on a 6 pays qui sont là avec nous, qui travaillent avec nous sur le diagnostic du Mpox et avec qui nous comptons continuer cette collaboration pour pouvoir avoir une surveillance mutuelle dans au niveau de nos différentes frontières. Alors, professeur Mbala, il y a une question, la question de l'ingénieur Marlène qui dit que dans la ville de Kinshasa, la population ne connaît presque pas cette maladie. Et en termes de communication et de formation, qu'est-ce qui est prévu? Alors, il y a, c'est vrai, un travail qui est réalisé au niveau du ministère de la Santé, un travail de communication avec des points de presse de son Excellence, Monsieur le ministre. Il y a des points de presse et des communications qui vont venir dans les heures ou les jours qui suivent pour pouvoir apporter un peu plus d'éclairage sur cette maladie. Donc, il y a un travail qui est fait euh, euh, non seulement pour pouvoir communiquer sur cette maladie, mais aussi pour voir comment organiser la riposte face à cette maladie. OK, merci, professeur Mbala. Restez avec nous parce qu'il y a d'autres questions qui sont là pour vous. Docteur Thierry, vous êtes directeur adjoint au programme Mpox et fièvre hémorragique. Cette maladie que vous gérez depuis des décennies n'est pas connue dans la République démocratique du Congo et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa, c'est qu'affirme l'ingénieur Marlène et peut-être d'autres sources aussi. Et par rapport à à toutes ces vagues actuelles, la pandémie de la maladie dans la ville de Kinshasa, qu'est-ce qui est prévu en termes de communication, mais aussi qu'est-ce qui est prévu en termes de collaboration avec les autres pays? Si vous pouvez réagir par rapport à ces deux questions. Ok, merci. Déjà pour la ville de Kinshasa, la maladie, comme on l'a dit, c'était une maladie qui est restée très longtemps dans la zone forestière. Et présentement, en fait, depuis le premier vague de Kinshasa, parce que Kinshasa a été atteint pour la première fois, une détection a été faite au courant du dernier trimestre de l'année 2022.
C'est depuis lors que nous avons commencé à travailler, bien sûr, avec l'appui de nos partenaires dans l'USAID, nous avons commencé à travailler dans la communication interpersonnelle. Et c'est aussi lors de cette communication-là que nous avons travaillé aussi avec le comité Une Santé, où nous avions convié les ministres, les différents ministres sectoriels qui sont concernés par l'urgence, parce qu'à l'époque, c'était aussi déjà une urgence de santé publique, qui sont concernés par l'urgence, et ils ont même fait un point de presse. Il est vrai que les activités faites ne sont pas assez, d'autant plus que ce sont des activités qui n'ont pas un impact interpersonnel assez élevé. Concernant les familles qui sont touchées et les alentours, nos équipes descendent sur terrain. Bien sûr, quand je dis nos équipes du ministère de la Santé avec toute la DPS, descendent sur terrain pour essayer, commencer à sensibiliser la population. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Le plan de riposte a été révisité. Aujourd'hui encore, il y a une séance hier, il y avait une séance autour du ministre. Aujourd'hui, les inputs seront mis et il a été demandé expressivement que la communication soit relevée, notamment à Kinshasa. Kinshasa, il n'y a pas autant de cas qu'à l'intérieur du pays, mais Kinshasa, au moment où nous parlons, c'est non seulement le miroir, mais aussi un carrefour qui peut faire en sorte que le cas puisse aller de part et d'autre. C'est comme ça que la communication sera vraiment très relevée. C'est ça aussi qui a fait que le ministre puisse faire le point de presse qu'il a fait. Et chaque lundi, notamment, il y aura à 11 h la réunion du comité national de coordination qui sera suivie du point de presse du ministre vers 15 ou 16 h selon le programme qui sera établi. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, concernant la collaboration, comme l'a dit le professeur Mbala, la collaboration aux côtés de labo et tout, et c'est déjà fait. Mais la collaboration avec d'autres pays du point de vue de la surveillance transfrontalière était déjà aussi établie. Nous l'avons établi notamment le programme avec l'INRB et avec le soutien de l'INRB et certains partenaires, avec le pays frontaliers de la RDC, notamment le Centrafrique, le Cameroun, le Congo-Brazzaville. Nous sommes en collaboration avec, avant même que l'épidémie ne soit déclarée, même pour la première fois comme une urgence de portée internationale, santé publique de portée internationale. Alors, qu'est-ce qui est fait présentement? Présentement, nous restons dans le même mécanisme de collaboration. Ça, c'est une des choses. Deuxièmement, il est prévu, notamment avec le programme national de l'hygiène aux frontières, qu'il y ait une réunion transfrontalière avec les pays concernés, les pays limitrophes de la RDC, et c'est prévu que cela soit organisé incessamment. Ça, ce sont les deux questions que vous aviez posées, mais je vais relever une autre question concernant les connaissances, attitudes et pratiques, s'ils sont favorables à l'expansion de la maladie. Je ne sais pas si je peux directement enchaîner. Allô? Oui, allez-y rapidement, docteur Thierry. Il y a beaucoup d'autres questions qui attendent ici. Merci. Ah, OK. En fait, le connaissance et attitude, il y a eu même une étude qui a été faite avec, avec le GH Piego, qui a révélé que les connaissances et attitudes étaient à la base même du comportement à risque. C'est pourquoi nous avions mis en place la communication des risques et puis l'engagement communautaire. Le comportement à risque vient non seulement du fait que les personnes ne connaissent pas la maladie, mais les comportements viennent aussi du fait que les personnes sont dans une position de précarité qui fait à ce que les personnes se contaminent, surtout pour la transmission zoonotique. Pour la transmission, la transmission interhumaine, et même la transmission du contact sexuel présentement là, beaucoup d'entre nous,
même le clinicien, ne savent pas que la présentation atypique de monkeypox tout près des organes génitaux fait que le diagnostic ne soit pas, la détection ne soit pas faite de manière précoce. Maintenant, il faut le considérer comme une infection sexuellement transmissible. Quand vous avez de lésions au niveau génital et dans certaines parties du corps, il faudrait faire le diagnostic différentiel avec le monkeypox. D'où le clinicien, le personnel soignant sont aussi. Allô, docteur Thierry? OK, le temps que docteur Thierry revienne, il y a docteur Long qui a posé une question sur le plan de riposte. Je crois que docteur Thierry a dit un mot là-dessus. Il y a docteur Madimba, monsieur Guichung et docteur Antoine Numbi qui ont posé des questions sur les animaux. Est-ce qu'on a déjà trouvé des évidences de mpox chez les animaux? Et voilà. Et qu'est-ce qu'on on est en train de réaliser sur les animaux, la faune domestique? Professeur Mala, peut-être que vous avez un mot à dire là-dessus par rapport à la faune domestique, mais il y a une question ici de docteur Bonama qui demande la différence entre les deux souches. Je pense que là, docteur Thierry avait déjà parlé de ça aussi. Professeur Mala. Professeur Mbala. Professeur Mbala. Voilà, le temps que Madame Flo retrouve professeur Mbala, je m'en vais répondre à ces questions parce que moi-même, je suis aussi impliqué dans euh, la surveillance et la riposte au mpox dans le pays. Nous avons réalisé beaucoup d'études sur les animaux. En tout cas, ça fait plusieurs années. Et il est vrai, il est vrai qu'il y a un rapport qui a été fait sur la présence du virus de mpox chez le chien à Bandaka dernièrement ici. Ça, c'est un cas que nous avons suivi et qui s'était révélé positif au gène expert, mais quand les échantillons sont arrivés au niveau laboratoire vétérinaire central, nous avons fait la PCR en utilisant les autres amorces et ce cas n'a pas été confirmé. À ce jour, on a plus de 5, mais en tout cas entre 5 et 7 000 échantillons que nous avons déjà analysés, échantillons animaux. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore détecté la présence du virus des mpox chez les animaux dans toutes les études que nous avons réalisées dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Il faudra reconnaître que mpox, pratiquement, c'est comme Ebola. Hein, la présence de la maladie chez les animaux, les réservoirs est telle qu'il faudra analyser beaucoup d'échantillons pour avoir la chance d'avoir un seul cas positif. Et les différentes recherches qui ont été menées, en tout cas, c'était par-ci, par-là, et le plus souvent, c'était en retard qu'on arrivait. L'épidémie est déjà là et le temps de chercher les moyens pour aller intervenir, ce qui a fait que ça a été vraiment très, très difficile. Et avec cette déclaration des imports comme urgence de santé publique internationale et toutes ces questions qui se posent, parce que là, il y a vraiment une question que nous nous posons encore, les clés 1B dans notre pays, est-ce que la mutation a eu lieu chez les animaux ou chez les humains? Nous ne saurons pas le dire étant donné qu'on ne fait pas la surveillance comme telle chez les animaux. Je pense qu'on doit repenser la politique de la recherche par rapport à cette maladie et d'autres maladies aussi qui ont encore beaucoup de questions à l'interface homme-animal. Et présentement, nous avons plusieurs équipes qui sont dans le pays et qui continuent à travailler sur ça, beaucoup d'échantillons qui nous arrivent au labo, que nous analysons. Mais par rapport à toutes ces questions, il n'y a pas
encore eu évidence de mpox ni chez les rongeurs. On a beaucoup travaillé sur les rongeurs, on a beaucoup travaillé sur les échantillons des singes. Et maintenant, nous essayons d'ouvrir avec tout ce qu'on a vu avian flu en Europe et même la vache aujourd'hui, mais nous savions que c'était la maladie des oiseaux, dont nous comprenons que beaucoup d'autres animaux peuvent aussi servir d'autres de ce virus. C'est comme ça que nous avons ouvert à d'autres échantillons d'animaux, mais jusqu'à présent, nous n'avons encore rien trouvé comme virus de mpox chez les animaux. Alors, il y a professeur Mbala et docteur Thierry, je ne sais pas si vous êtes là. Oui, mais je suis là, je vous suis très bien, professeur. D'accord, nous avons encore 10 minutes avant d'arrêter. Il y a quelques questions qui ont été posées. HP, malheureusement, le nom n'y est pas. Pourquoi y a-t-il un écart entre les cas suspects confirmés dans la province de l'Équateur? Et la vaccination est-elle opportune en RDC? Si oui, quelle serait la cible et quelle efficacité pour le vaccin? Madame Flore Ngolole demande ceci. Est-ce que la souche vaccinale en essai clinique peut être à la base de l'émergence actuelle? Et enfin, messieurs, je crois, dans des dieux, Anda qui demande au docteur Thierry, qu'en est-il de la prise en charge? Est-ce qu'elle est gratuite ou pas? Docteur Thierry, nous avons moins de 9 minutes. Si vous pouvez ramasser rapidement, je crois qu'on a perdu pour Mbala. Allez-y. OK, merci. Je vais le faire aussi rapidement. Je commence. Sorry. Je commence par l'écart entre le cas suspect et le cas confirmé. Ce qui est vrai, nous l'avions dit, le premier facteur, c'est que même que ce soit à l'Équateur ou dans d'autres provinces, surtout du Nord, là où le cas émerge, ce sont des coins très difficiles d'accès. Ça, c'est une des choses. Et deuxièmement, le prélèvement aussi n'est pas systématique, d'autant plus que les intrants pour prélever ne sont pas répartis de manière adéquate dans différentes provinces. Ça, ce sont les deux grands facteurs, mis à part d'autres facteurs comme la mobilité et tout ce qui va avec. Nous savons aussi que l'Équateur, bon nombre de zones de santé où les cas émergent, il faudrait utiliser les voies fluviales pour atteindre. Ça, c'est pour la première question. Par rapport à la gratuité des soins, par rapport à la gratuité des soins, la gratuité des soins a été organisée dans certaines zones de santé, notamment dans le sud et dans le sud Kivu, et même en Équateur et Chopo. Malheureusement, la gratuité des soins, c'est-à-dire quand on dit que c'est gratuit, il faudrait que quelqu'un soit en train de payer. Donc, il faudrait quelqu'un d'autre soit en train de payer. Il faudrait notamment qu'il y ait des ressources nécessaires pour que cela se fasse. Et au moment où nous parlons, il est assez difficile de couvrir tout le pays et de faire une gratuité des soins telle qu'on l'aurait voulu en cas d'une épidémie. En tout cas, faute de moyens, c'est pratiquement difficile. Certaines interventions qui se font dans le cadre de recherche avec certains partenaires sur terrain, là, les soins sont gratuits. C'est pourquoi vous verrez que la gratuité des soins est un peu parsemée dans certains coins. Concernant la vaccination, le pays a choisi, en fait, le plan stratégique de vaccination a déjà été rédigé et puis adopté. Et il sera bientôt mis en place et puis les interventions seront faites d'ici le mois prochain ou le mois qui va suivre. Parce que ça dépend aussi de l'acquisition de vaccins et qui aujourd'hui sera un peu un denrée difficile à avoir, d'autant plus qu'il y a plus de pays qui sont concernés. Et la cible il y a deux vaccins. Il y a le LC16 qui cible les enfants de moins de 16 ans. C'est un vaccin japonais. Et puis, il y a le vaccin MVA-BN qui cible les adultes. Et si ça a été fait comme ça, parce que le groupe technique vaccination de la RDC avec la COREP et tout, nous avons vu qu'avec les données sur le vaccin, il serait souhaitable d'avoir deux et puis de l'utiliser en cas d'urgence. Et dans ce sens-là, l'urgence fait assez que la cible
principal, ce ne sera pas la population générale. C'est notamment les personnes de première ligne, donc le personnel soignant et connexe, les personnes de première ligne, les enfants, et puis l'autre population clé. Dans la population clé, nous voyons le chasseur pour concernant la clade 1A, et puis nous avons la population des personnes vivant avec VIH, donc la population avec comorbidité, mais aussi les personnes de profession, des travailleurs de sexe. Donc, ce sont là le cible. Et je n'ai pas très bien capté, il y avait une question concernant la souche vaccinale. Est-ce qu'elle serait à la base des... Effectivement, Je si n'ai pas ça très bien... pouvait être à la base de ce que nous vivons maintenant, oui, allez-y. Non, il y a aucune évidence. Il n'y a aucune évidence qui révèle, qui met en exergue cette affirmation-là. D'autant plus que bon nombre de vaccins, ce sont de vaccins, en fait, dont, assez sûrs, et puis avec une bonne iniquité. Donc, il n'y a pas d'évidence par rapport à cela. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui m'a échappé pour ça. Non, docteur Thierry, merci beaucoup. En tout cas, il y a encore beaucoup de questions ici. Nous voulons d'abord nous excuser auprès de nos amis, collègues. Nous avons utilisé une version de Zoom qui a une capacité limitée de 100 places. On a eu beaucoup de commentaires dans ce sens que les gens voulaient se connecter, ce n'était pas possible. Prochainement, on fera un effort pour aller un peu plus loin. Et nous avons reçu aussi des propositions de certains journalistes qui voudraient bien intervenir dans le cadre de la communication parce qu'ils pensent que la communication de lundi seul, ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin à la base et eux, ils sont disponibles pour pouvoir accompagner comme on a fait avec Covid. Nous notons cela et nous vous demandons de nous retourner inbox pour que nous puissions voir dans quelle mesure on pourra matérialiser ce que vous avez proposé. Il y a eu d'autres questions par rapport à l'approche Une Santé. Nous disons que cette maladie provient des animaux. Qu'en est-il de l'approche Une Santé? Docteur Thierry utilisait le terme de la mayonnaise qui doit tenir, comme pour dire qu'il y a encore des difficultés là-bas. Il faudrait que nous puissions faire un effort pour réellement travailler sur l'approche Une Santé. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Personnellement, je suis dedans. Le temps ne le permettra pas. Peut-être dans 2 semaines, on va y revenir pour parler un peu plus sur la situation chez les animaux et aussi de cette collaboration intersectorielle. Mais il faut reconnaître qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont réalisées dans ce sens-là. J'étais il y a 3 semaines à l'Équateur et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une certaine compréhension un peu plus avancée, un peu plus assise de cette approche et que les différents secteurs arrivent à vraiment travailler ensemble malgré les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Alors, nous allons continuer à exploiter les interventions que vous avez postées. Nous vous reviendrons pour certains inbox et d'autres, n'hésitez pas de nous contacter. Les contacts du docteur Thierry et des professeurs Mbala sont disponibles. Si vous en avez besoin, vous pouvez nous demander. On va vous passer pour continuer les discussions. Et pourquoi pas établir déjà certaines relations parce que la maladie continue. Maintenant, on entame une autre phase où on a vraiment besoin des gens, besoin des cerveaux pour répondre à beaucoup de questions telles que nous l'avons dit ici. Et s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par cette thématique, nous voulons bien que nous puissions continuer à évoluer ensemble et voir comment prêter main forte au programme qui a des moyens limités, bien sûr, dans le cadre de la recherche, dans le cadre de la mobilisation des ressources, il a dit, dans le cadre de l'implémentation de l'approche Une Santé. Il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent encore. Donc, les personnes qui pensent pouvoir être prêtes à intervenir, à apporter leur contribution, elles sont les bienvenues. Donc, veuillez nous contacter, veuillez contacter Dr Thierry, qui est le directeur adjoint du programme, professeur Mbala, qui s'occupe de l'épidémiologie et santé globale à l'Institut national de recherche biomédicale, ou nous-mêmes,
ou notre secrétariat, nous ne manquerons pas de pouvoir nous approcher à vous et pour que nous puissions faire ensemble. Donc, une fois de plus, nous vous disons grand merci d'avoir répondu positivement à notre appel. Nous reviendrons incessamment avec un autre sujet, mais toujours autour des impacts et l'évolution de cette urgence de santé publique du niveau continental et international, et tout en espérant que les choses vont évoluer pendant ce temps. Bonne soirée. Une fois de plus, grand merci au professeur Placide Mbala et Dr Thierry. Au revoir et à la prochaine. Est-ce qu'on peut avoir la présentation dans le chat, s'il vous plaît? On en a besoin. La présentation, oui. Les présentations sont disponibles. Présentation, s'il vous plaît. Les présentations avant de fermer. Oui, envoyez les présentations. Oui, professeur Mbala n'est plus là parce qu'il a fait en ligne, docteur Thierry aussi. Nous allons récupérer les présentations. Comment les récupérer? Comment les récupérer? On peut faire une demande officielle. Hein. Votre adresse mail, c'est mieux. Comme ça, on peut faire une demande officielle. Il y a le mail, utilisez, l'adresse est là, infocigers@gmail.com. Utilisez infocigers@gmail.com. Cette adresse, c'est pour écrire ou bien c'est pour cette adresse-là, c'est pour... Cette adresse est pour prendre contact avec nous et nous pourrons vous envoyer les éléments, y compris les présentations, si vous les désirez. Mettez ça. OK, c'est bon. Merci nous beaucoup. Devons les récupérer auprès des présentateurs parce que nous sommes loin. Eux, ils ont présenté à partir de leur maison. Donc, ils devront nous envoyer et nous allons vous envoyer une box. Donc, si vous nous contactez à ce moment-là, nous allons faire le retour avec les présentations, éventuellement les réponses à certaines autres questions ou besoin de collaboration et autres. En tout cas, est-ce qu'il existe un CITREP, les CITREP? Oui, il y en a. Ça aussi, on peut vous envoyer et c'est Dr Thierry, c'est leur équipe qui s'occupe de ça. Au niveau des provinces aussi, il y a des CITREP. Donc, les gens qui en ont besoin peuvent garder contact avec nous. On peut leur envoyer. OK, on va vous écrire pour on peut vous écrire maintenant là pour que vous ayez nos adresses mail afin de nous envoyer les documents parce que c'est mieux aussi. Effectivement, utilisez infocigers@gmail.com et là, nous nous connectons et on peut continuer avec les autres histoires par la suite. Merci beaucoup. Merci, on vous écrit tout de suite là. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci.